Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de leçons de philosophie réaliste à l'école du Père Marie-Dominique Philippe et en vue de la lecture de saint Thomas d'Aquin. Et je suis dans les leçons de philosophie du travail. Avant d'aborder l'activité artistique pour elle-même, je voudrais voir deux notions préalables qui préparent dans celui qui travaillera, dans celui qui produira une œuvre, sa future activité et qui aussi accompagne toute la vie. Je veux parler de l'expérience artistique et puis ce sera l'objet de la leçon suivante, ce qu'on appelle la contemplation artistique et qui la prolonge dans la durée. L'expérience artistique, c'est une chose qui est commune à peu près tout être humain qui a une certaine finesse, qui a développé une certaine finesse par rapport aux réalités. Ce n'est pas nécessairement une expérience qui se porte sur une œuvre artistique belle. Elle peut être beaucoup plus large. Je veux dire par là que toute personne qui a développé ou qui est en train de développer un goût pour quelque chose qui est réussi, quelque chose qui flash devant ses yeux, peut avoir une expérience artistique. Dans l'enfance, c'est une chose qui ne vient pas forcément spontanément. Et il y a une éducation du goût par les parents qui peuvent petit à petit développer des expériences artistiques vers les enfants. Mais parfois, c'est quelque chose qui apparaît tout à fait naturellement. Il y a véritablement chez les enfants parfois, naturellement, une sorte d'extase, de plaisir qui peut arriver et qui va se porter justement sur un objet dans sa beauté. Au cours du développement, on peut dire que les expériences artistiques, elles peuvent atteindre tout ce qui peut, d'une façon ou d'une autre, être beau. Et je définirai après ce que c'est que cette notion de beauté. Donc ça peut être évidemment vers une œuvre d'art, sculpture, peinture, musique. La musique, c'est quelque chose qui, très tôt, donne des expériences artistiques, mais qui aussi, lorsque c'est dans la toute petite enfance, donne des expériences affectives. Et donc, il ne faudra pas confondre. Il faudra donc une analyse pour distinguer ces choses-là. Mais ça peut porter aussi simplement sur la nature, sur un paysage. Les paysages sont quelque chose qui touche beaucoup le cœur de l'homme, étant donné surtout qu'ils peuvent non seulement faire penser à quelque chose de familier, donc quelque chose qui touche à l'enfance, mais aussi, lorsqu'ils sont accompagnés de ciel, ils font toucher à quelque chose de profond dans l'âme humaine, une sorte de désir inconscient qui va vers l'infini, ce qui n'a pas de limite, peut-être le voyage, mais peut-être aussi l'infini dans le sens mystique. Alors là encore, il faudra distinguer expérience artistique et expérience mystique. On voit bien que tout cela, finalement, est fort proche et que cela se caractérise par un grand plaisir. L'expérience artistique peut aussi se porter vers des objets utilitaires. Et là, évidemment, il faut que la personne ait développé un goût pour ce qui est l'utilité, pour l'art qui va fabriquer une œuvre utile. Mais on voit véritablement cela, des gens qui peuvent s'extasier véritablement devant une création utilitaire, une clé par exemple qui a une forme particulière, un avion qui est particulièrement bien profilé, qui est adapté à son utilité qui est le vol, qui est particulièrement réussi. Et enfin, toujours pour montrer l'extension immense des expériences artistiques, eh bien, elles peuvent porter sur une démonstration mathématique, pour quelqu'un qui, évidemment, s'y connaît. Et quelqu'un qui a l'habitude de se connaître dans cette chose qui, a priori, n'est pas aussi rapide que les expériences externes liées à l'art, eh bien, il peut y avoir une véritable expérience, un éblouissement devant quelque chose d'à la fois simple, qui va droit au but, qui ne fait pas de fioritures, par comparaison avec des démonstrations mathématiques qui sont complètement tournées, contournées, alambiquées et qui finalement parviennent laborieusement à leur but. Alors,
il me faut maintenant essayer de caractériser davantage ce que c'est que cette expérience artistique. Eh bien, je dirais qu'elle n'est pas une simple perception. Il y a quelque chose de différent lorsque, par exemple, je me trouve devant une statue magnifique, comme quelque chose que j'aime bien, qui est la Pietà de Michel-Ange à Rome, celle qui a été attaquée par un vandale et qui a cassé le nez de la Vierge. Cette œuvre-là, ce n'est pas une simple perception, ce n'est pas un regard froid, une sensation, mais les sensations y interviennent. Et ce qui caractérise en premier l'expérience artistique, c'est qu'elle va faire choc. Elle va produire en nous, en fonction de ce que nous sommes, une émotion nouvelle, quelque chose que nous n'avions pas ressenti pour autre chose. C'est particulier à l'œuvre en question. Il y a comme une révélation qui peut se reproduire pour chaque œuvre nouvelle qui produira la même chose. On peut la ressentir pour un film, c'est-à-dire quelque chose qui est moderne. C'est pas seulement pour les statues. Donc, je me rappelle l'émotion que j'ai ressentie en voyant pour la première fois le film Mission, mais aussi en voyant le film Gladiator. C'est un film qui touche dans sa durée à toute l'émotion humaine et qui provoque donc une expérience artistique, mais pas seulement. Pas seulement artistique, et c'est ça le problème, c'est que tout ce qui est compris dans cette expérience-là, finalement, se résume à un mot, il y a du plaisir. Or, comment distinguer le plaisir qui viendrait de quelque chose d'autre que l'expérience artistique? Dans le film Gladiator, par exemple, il y a, comment dirais-je, certes, l'admiration devant des images de combat au début, qui sont parfaitement bien reconstituées de l'armée romaine avec une armée germanique. Mais il y a aussi l'admiration devant le comportement d'honneur d'un homme qui, sa femme ayant été massacrée, va tout faire pour la venger. Mais il y a aussi l'admiration pour ce sens du sacré qui est en lui. Parce que tout au long du film, sa vie est orientée vers l'autre monde. Et donc comment caractériser ce qui donne une émotion parce que ce serait la beauté, parce que ce serait une compassion affective avec un homme qui a perdu sa femme et son enfant, ou parce que ce serait une communion avec un sens mystique que moi, personnellement, comme croyant, je partage. Donc le plaisir qui est ressenti ne suffit pas à caractériser l'expérience artistique. Si on en reste au plaisir, on sera incapable de distinguer dans un tel film l'expérience affective, l'expérience mystique, l'expérience artistique et bien d'autres expériences que je décrirai par la suite. Autre note de l'expérience artistique, c'est qu'elle apparaît comme gratuite. Ça veut dire qu'elle surgit et on ne sait pas pourquoi. C'est un petit peu comme le premier amour. On tombe amoureux de celle qui sera peut-être sa femme plus tard et on ne sait pas pourquoi. C'est quelque chose de magique, de mystérieux, qui peut se reproduire parfois, à volonté, mais qui parfois ne reviendra pas. Je pense à telle expérience artistique devant tel ciel particulier, eh bien, parfois, ça se reproduit une seule fois et pas une autre. Je me souviens, étant jeune, d'être monté en montagne et de m'être réveillé le matin avec les nuages qui arrivaient exactement là où je campais. Des nuages épais qui faisaient comme une mer. Donc le fond de la vallée était complètement caché et la mer battait avec le vent ici devant moi et la lumière du soleil qui se levait au-dessus. C'était une expérience artistique que je n'ai jamais eue depuis et qui, pour qu'elle se reproduise, il faudrait véritablement la rechercher et ça prendrait des conditions absolument infaisables. C'était une circonstance particulière, le fait d'avoir dormi juste au-dessus d'une mer qui apparaissait comme cela. Une mer de nuages. Alors ce petit récit que je fais n'est pas vain, parce qu'il manifeste qu'il y a comme un regret quand on a subi, quand on a vécu une telle expérience, et que ce regret peut être source de fécondité, l'idée de la reproduire, éventuellement de la reproduire par une œuvre, de la mettre sous forme de tableau. Mais c'est une chose qui ne peut se faire que si on a un talent de peintre particulier. Comment mettre avec de la peinture sur une toile cette lumière unique qu'on a pu voir une seule fois dans sa vie? C'est chose quasiment impossible. Et c'est là la limite qu'on verra dans le domaine de l'inspiration et de l'œuvre. Donc on le verra un peu plus tard.
Je dois ajouter enfin, toujours dans cette partie descriptive, que si l'expérience artistique peut, éventuellement, produire après une inspiration, ne serait-ce que pour l'imiter, pour la reproduire dans quelque chose de fixe qui soit devant soi, eh bien, en réalité, ce n'est pas nécessaire. L'expérience artistique en elle-même est autosuffisante, elle forme un tout. Elle se suffit. Et chez certains, elle ne produit pas du tout d'œuvre, d'inspiration. L'inspiration, ce qui la caractérise, c'est qu'elle est toute tendue vers une réalisation, à travers le travail, d'une œuvre, d'un projet qu'elle forme. L'expérience artistique, elle est beaucoup plus passive sous ce rapport-là. Elle est reçue par quelque chose qui éclate par sa beauté devant soi, et elle se suffit à elle-même. Elle provoque simplement un souvenir inoubliable parfois. Alors cette description étant terminée, je voudrais maintenant analyser, procéder par une analyse telle que le faisait Aristote, à partir des causalités. Et évidemment, la première des questions qui se posent, la première des causalités qui va expliquer ce que c'est que l'expérience artistique, c'est son objet, c'est-à-dire ce sur quoi elle porte. Autrement dit, sa cause finale aussi. On ne peut pas se contenter, pour comprendre l'expérience artistique, de dire qu'elle suscite du plaisir. Ça, c'est un petit peu l'erreur de Sigmund Freud dans sa psychanalyse. Pour lui, tout ce qui suscite plaisir, c'est la même chose. Il met ça sous un terme général, la libido. Alors qu'en réalité, il y a des plaisirs tout à fait différents selon leurs objets. Le plaisir de manger du chocolat, c'est tout à fait autre chose que le plaisir de contempler un coucher de soleil. Et c'est autre chose que le plaisir d'aimer celle qui nous a été fidèle toute la vie. Alors, le problème, c'est que dans la réalité des choses, il n'est pas facile de distinguer les objets. Tout peut être un peu mêlé. Et si je reprends un exemple cité tout à l'heure avec le film Gladiator, on voit bien qu'il y a dedans toute une série d'expériences qui provoquent émotion. Donc il y a une expérience affective dans ce film. Le scandale devant ce que subit la femme et l'enfant de celui qui sera plus tard le gladiateur. L'admiration devant sa fidélité à leur mémoire, devant sa douleur lorsqu'ils découvrent ce qui leur est arrivé. Cette expérience affective qui suscite une émotion, elle a un objet qui s'appelle le bien moral et le mal moral par opposition. Ça veut dire que l'émotion négative, comme la colère, le désespoir, est provoquée par l'absence du bien moral et du bien réel, à savoir simplement son épouse, son enfant, qui sont là devant eux. Si on regarde du côté du plaisir et de la douleur ressentie, je dirais que c'est fort, c'est pareil, ça nous tombe dessus. Et donc, il est difficile, uniquement en prenant le plaisir, de distinguer l'expérience affective de l'expérience esthétique. Un autre genre d'expérience qui est analogue, en ce sens que ça la provoque du plaisir aussi, parce qu'on atteint un but, c'est l'expérience philosophique ou scientifique lorsqu'on atteint la vérité. Lorsque quelqu'un qui a cherché trouve, eh bien, il éprouve un véritable plaisir, sa volonté se repose dans quelque chose qu'il cherchait depuis longtemps, un bien particulier qui, en l'occurrence, là, est dans le domaine de la vérité, qui nourrit l'intelligence. Donc, l'objet de l'expérience philosophique et de l'expérience scientifique, c'est la découverte de la vérité. Et ce n'est pas du tout forcément le cas pour l'expérience artistique. L'expérience artistique, elle porte sur autre chose, on le voit bien. Donc, la beauté d'une statue, comme je le disais, la splendeur d'un paysage, ce n'est pas une vérité, c'est quelque chose qui touche à notre goût. Quant à l'expérience mystique qui consiste dans la sensation avec beaucoup de plaisir ou parfois beaucoup d'angoisse de quelque chose qui est plus grand que l'homme, quelque chose de sacré, quelque chose qui nous dépasse.
eh bien, son objet, justement, ça peut être la présence invisible de quelque chose qui à la fois brûle le cœur et qui en même temps est très doux. C'est l'expérience que rapportent les mystiques chrétiens. Et ce quelque chose, c'est une personne pour eux. Cependant, il y a des expériences mystiques analogues chez ceux qui sont athées, mais qui tout d'un coup, en voyant un paysage grandiose, se mettent à penser à l'infini. Cet infini qu'ils portent en eux, puisque l'homme, par définition, peut réfléchir à cette notion d'infini, de grandeur qui nous dépasse. Les expériences mystiques inversées, quand justement il n'y a rien de mystique et que le cœur de l'homme ne se repose pas là-dedans, produisent des œuvres torturées, tordues, qui sont mal dans leur peau, de même que l'artiste qui les produit connaît l'angoisse. C'est ce qu'on voit beaucoup dans l'art actuel, contemporain et moderne. Je pense aux crucifix qui ont été faits pour représenter Auschwitz et qui n'indiquent pas d'espérance, qui indiquent simplement la douleur infinie de l'homme qui a été tué par d'autres hommes, et il n'y a rien. Eh bien, c'est un genre d'expérience mystique. Donc, il porte sur le sacré. Quel est donc, alors, l'objet de l'expérience artistique? Eh bien, pour le définir, reprenons les différentes sortes d'expériences artistiques. Je l'ai dit, si on demande à chacun quelle est sa plus grande expérience artistique qu'il a fait, certains répondront « c'est en voyant le moteur diesel de telle voiture, sa simplicité, le rangement de ses éléments, l'économie de place, les cylindres adaptés à la puissance. » D'autres répondront « c'est le visage de ma femme lorsque je l'ai rencontrée, sa beauté, sa grâce. » D'autres répondront « c'est tel paysage, telle statue, tel goût à un moment donné. » On se souvient de la Madeleine de Proust qui lui fait revenir à toute une série de souvenirs. C'est une expérience artistique et qui va le conduire à une expérience affective puisqu'il se souvient de son enfance. D'autres diront « c'est une démonstration mathématique », d'autres un film, etc. Certains, enfin, parleront de la beauté d'un comportement humain qu'ils ont observé, comme par exemple un homme qui, sacrifiant tout ce qui lui était important, parce qu'un ami était blessé dans le no man's land, par exemple, d'un champ de bataille, est allé au péril de sa vie le chercher, et il l'a fait jusqu'au bout. Eh bien, cet homme dira « l'expérience artistique que j'ai faite, c'est la beauté de son acte, la beauté de son intérieur à cet homme qui se sacrifiait, qui risquait sa vie pour moi. » Et on le voit dans cette dernière expérience, comment distinguer la beauté d'un comportement extérieur, dans la boue, quelqu'un qui rampe pour sauver une vie, de la bonté de l'acte. Eh bien, je dirais que ce qui caractérise toutes ces expériences artistiques et ce qui va me permettre de les définir, c'est que toutes portent sur une beauté. Une beauté, ça veut dire, en fait, une forme. Je ne dis pas une figura, pas la figure comme ma figure, une forme, dans le sens une détermination, que ce soit la forme d'une statue, que ce soit la forme d'un paysage, le goût d'une madeleine, c'est aussi une forme. Forme au sens philosophique veut dire détermination. Ça peut être aussi la forme d'un acte moral, mais une forme qui paraît rayonnante. Aristote dira une forme splendide. La beauté, selon lui, c'est la splendeur de la forme, le rayonnement de la forme. Il en donne cette définition qui me paraît très très juste. Donc ce n'est pas la splendeur d'une finalité qu'on aurait recherchée, c'est plutôt la forme dans cette recherche de la finalité. Cette dernière remarque manifeste d'ailleurs comment parfois il est difficile de démêler en soi ce qui est partie artistique de notre expérience et ce qui est partie affective. Parce que la forme, quelquefois, est tout à fait liée indissociablement à la fin. Donc l'ami soldat qui va sauver son officier blessé dans le no man's land, il y a une forme, effectivement, une manière de se comporter, et donc ça révèle une âme. Mais il y a aussi une finalité, il veut sauver une vie. Et donc les deux sont tout à fait mêlés. De même,
dans l'expérience mystique. Lorsque saint Paul dit qu'il a vu une lumière et qu'il est impossible de répéter la beauté de ce qu'il a vu. Il parle aussi de paroles ineffables qui lui ont été dites. Eh bien, dans son expérience qui l'a bouleversé, qui a suscité sa conversion, il y a certes une expérience mystique, puisqu'elle lui parle du grand, du sacré, de l'éternité, de la vie après la mort. Mais il y a aussi une expérience de vérité, puisqu'il parle d'une lumière. La lumière symboliquement signifie la vérité qui se révèle. Il y a aussi une expérience affective, puisqu'il dit avoir entendu une voix. La voix, c'est quelque chose qui touche au cœur. Et enfin, il y a évidemment une expérience artistique, grandiose, quelque chose qu'il ne peut pas répéter tellement c'est beau. Donc tout est mêlé, on le voit. Et du coup, ayant subi toutes les émotions possibles, qui se sont rejointes en lui pour donner quelque chose d'unique qu'il ne reverra que après sa mort. Eh bien, on peut dire que saint Paul, il a fait l'expérience totale, totalisante, celle de la gloire. On appellerait ça comme ça en théologie catholique, la gloire de Dieu. Donc, l'objet de l'expérience artistique, c'est le beau qui transparaît à travers une réalité. Ça peut être une réalité imaginaire, mais de toute façon, c'est le beau. Alors, il ne suffit pas de dire que c'est le beau, tel objet, comme par exemple une statue, la Pietà de Michel-Ange, chez certains, ne provoquera pas du tout d'expérience artistique. C'est pourquoi il faut aller plus loin. Je dirais que dans l'expérience artistique, il y a la rencontre de trois choses. D'une part, un sujet particulier, à savoir soi, avec son passé, avec sa sensibilité native aussi, puisque, comme je le disais, il arrive que des expériences artistiques touchent les petits-enfants. Et pourquoi sont-ils touchés tout d'un coup par de la peinture alors qu'ils ne seront pas touchés par de la sculpture? On ne sait pas. Il y a quelquefois vraiment quelque chose de natif. C'est sans doute lié aussi au milieu culturel qui les entoure et qui les a imprégnés. Donc il y a un sujet, avec son vécu, ses émotions particulières. Il y a un objet qui est devant soi et qui en lui-même ne suscite pas de la beauté, mais cet objet, il a une structure, effectivement, il a une forme. C'est ce qu'on appelle en philosophie forme. Forme, c'est n'importe quelle sorte de structure, de détermination. Et qu'est-ce qui fait l'émotion artistique? Qu'est-ce qui fait qu'on trouve cet objet beau? Eh bien, c'est le troisième point. En réalité, c'est la rencontre harmonieuse entre le sujet, qui est adapté, et l'objet, dans sa splendeur. Et alors se produit l'étincelle. Donc, l'expérience artistique, c'est à la fois objectif, il y a un objet avec sa splendeur, et c'est aussi subjectif, parce que n'importe quel sujet ne ressentira pas cette expérience artistique. Ça veut dire que si on se demande si la beauté est objective ou subjective, eh bien on a la réponse dès maintenant. Elle a un petit fondement objectif, il n'y aurait pas l'objet qui est là, ça ne produirait pas l'émotion. Et on sait très bien que ce petit fondement objectif se voit particulièrement dans le domaine de la musique et des gammes. Le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach, qui fabrique une gamme selon des normes mathématiques finalement. Il n'avait pas calculé mathématiquement, mais lui le sentait à l'oreille, là où était la vibration. Eh bien, cette gamme-là, cette gamme occidentale, de fait, elle a conquis le monde entier. Et sans qu'on l'ait cherché, dans tous les pays, cette musique s'impose. Elle s'impose davantage que les autres genres de musique avec des gammes différentes, bien que la gamme orientale, qui est différente, touche sensiblement ces peuples-là et que eux sont moins sensibles à la gamme occidentale. Donc il y a un petit fondement objectif, l'objet lui-même, mais qui ne provoque l'expérience artistique, donc le flash, l'émotion, qu'en fonction du sujet. Et la part du sujet, de la rencontre entre l'objet et le sujet, forme l'éclair de la beauté. Donc la beauté, fondamentalement, elle est subjective, parce que le goût, les couleurs appartiennent au sujet en question.
Seulement, n'allons pas jusqu'à dire que ça serait purement subjectif. Il faut bien un objet, et cet objet, c'est pas n'importe quoi. Il y a comme une harmonie prédéterminée entre d'un côté notre sensibilité et de l'autre côté des objets naturels qui nous entourent et dont nous sommes d'ailleurs faits. Sans doute que c'est pour cela qu'on ne trouve pas n'importe quoi beau. C'est pour cela que, par exemple, des immeubles carrés, des cages à lapins, quoi qu'on en dise, peu de gens les trouvent beaux. Mais que l'habitat où il se mêle un peu de nature, des arbres, un habitat qui soit centré sur la famille, eh bien, non seulement provoque une expérience affective plus facile, parce que l'homme est fondamentalement fait pour vivre en famille, mais aussi, du coup, une expérience esthétique. L'arbre présent dans un quartier, c'est quelque chose qui peut avoir une importance. Alors, puisque l'expérience artistique a pour objet la splendeur de la forme, eh bien, on peut dire que partout où il y a splendeur de la forme, il pourra y avoir, techniquement, expérience artistique. Et ceci semble contredire ce que je viens de dire, à savoir, une barre d'immeuble, pourquoi pas, pourrait provoquer une expérience artistique chez certains. Et elle a dû le provoquer puisque certains y ont pensé et l'ont fabriqué. C'était peut-être pas que dans un but utilitaire. Ils pensaient vraiment qu'il pourrait y avoir là-dedans une beauté. La forme, la structure, elle est présente dans tous les êtres, au point qu'on peut dire qu'elle est ontologique. La beauté a quelque chose d'ontologique, de lié à l'être. La beauté est présente dans un atome, une beauté qui évidemment n'est pas visible pour des yeux, mais peut être comprise à travers des équations mathématiques, les équations de type quantique. Eh bien, celui qui perce ce domaine-là avec son intelligence pourra avoir véritablement une expérience artistique sur l'infiniment petit, qu'il ne perçoit pourtant qu'à travers des équations. Partout où il y a être, il pourra y avoir expérience artistique, puisque partout où il y a être, il y a forme. Du coup, on voit parfois apparaître, comme je le disais, des expériences artistiques qui nous paraissent singulières. Avoir une expérience artistique sur un moteur diesel, c'est peut-être pas quelque chose que vit n'importe quel intellectuel philosophe. Cependant, l'homme qui a délié son goût dans le domaine de la main, dans le domaine des œuvres utilitaires, l'homme qui devient un artisan ou un ingénieur de qualité, eh bien, il fera des expériences artistiques réelles sur des objets utilitaires. Alors, qu'en est-il maintenant lorsqu'il y a privation d'être, ce qu'on appelle le mal? Le mal, c'est quand un être qui a une perfection, comment dirais-je, en atteignant certaines qualités et en atteignant aussi une fin particulière, est privé soit de qualité, soit de cette fin particulière. Le mal de souffrance, par exemple le handicap, c'est pour un homme le fait d'avoir perdu ses bras. Et le mal de faute, c'est par exemple pour un homme qui est finalisé par des choses qui peuvent seules combler son cœur, à savoir l'amitié fidèle, la contemplation, disait Aristote, du sens de la vie, de la sagesse, de l'être premier. Eh bien, lorsque son âme est privée de cette finalité, est-ce qu'il peut y avoir beauté lorsqu'il y a mal, c'est-à-dire privation d'un bien? Je dirais oui, mais c'est une beauté par privation. Ça veut dire que il reste de la splendeur de la forme, mais avec ce côté de privation qui fait que cela peut provoquer une émotion négative, qui peut être l'émotion de la laideur, qui n'est rien d'autre que la beauté inversée. Comme un être ne perd pas totalement tout ce qui fait son bien, je dirais qu'un être profondément méchant, prenons une femme profondément vénale, vicieuse, méchante, eh bien, il reste la beauté de sa structure comme personne. Elle est une personne humaine. Et donc, il ne peut pas y avoir, face à un être réel, totalement expérience de laideur. Il reste quelque chose qui peut être source d'expérience artistique. Alors après avoir déterminé, je dirais, l'objet de l'expérience artistique, donc la beauté, la splendeur de la forme,
Il me faut maintenant continuer l'analyse en regardant quel est son siège en nous. C'est-à-dire quelles sont les facultés vitales en nous qui participent à cette expérience artistique. Quelle est en fait la cause efficiente? D'où est-ce que ça vient en nous? Pour le déterminer, il faut se rendre compte que les animaux, s'ils ont des sensations comme nous, ils voient des choses, eh bien, ils n'ont pas d'expérience artistique du tout. Alors, on peut faire l'expérience par rapport au goût. Il suffit, pour son chien, qui est fidèle, qu'on aime bien, d'acheter une petite boîte de nourriture délicieuse, une boîte, comment dirais-je, de quelque chose qui est plus que des croquettes habituelles. Eh bien, on sera surpris de voir que le chien, évidemment, il s'y précipite, il adore l'odeur, il aime beaucoup, et il avale tout en une seule bouchée. Nous aurions dégusté petite dose par petite dose, parce que l'expérience artistique du goût, nous l'avons. Et lui, pas du tout. Ça lui plaît, c'est évident, il y a du plaisir, mais il mange tout d'un seul coup. De même, alors pour quelque chose de plus difficile pour un chien, parce ce n'est pas lié à la nutrition, qui là lui est fort connaturelle, montrer un paysage magnifique à un chien, il ne peut pas voir la beauté. Il a des sensations, il voit bien que le soleil se couche, mais il n'a pas d'expérience artistique. Comment est-ce qu'on peut le dire? Eh bien, s'il avait des expériences artistiques, il y aurait des effets dans son comportement. Des effets, c'est-à-dire une prolongation dans de la contemplation, une contemplation durable. Vraiment, la beauté du coucher de soleil, pour elle-même, il la regarderait. Résultat, on peut inférer sans problème que les animaux ont des expériences affectives, ont des sensations de plaisir. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais qu'ils n'ont pas, au sens propre, une expérience artistique portant sur la splendeur de la forme. Ceci signifie que si notre psychisme, donc nos sensations, notre imagination, notre mémoire, notre estimative, c'est-à-dire notre intelligence liée à la survie, liée à la reproduction, ont un rôle à jouer dans l'expérience artistique, c'est tout à fait insuffisant. Visiblement, il faut quelque chose de plus. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on peut appeler l'intelligence. L'intelligence qui découvre la beauté de cette sensation et qui est capable de la gérer pour y voir un sens beaucoup plus profond que ce que ne peut voir un chien qui, lui, reste dans le domaine des sensations immédiates. Donc c'est clair, il n'y a pas d'expérience artistique chez un être qui serait uniquement psychique. Ça veut dire qu'il n'a que des sensations, une vie sensible, comme les animaux. Il faut donc qu'intervienne l'intelligence. Cependant, on pourrait se demander, est-ce qu'il pourrait, c'est une question évidemment de science-fiction, mais est-ce qu'il pourrait y avoir expérience artistique chez un être purement spirituel, ce que la théologie par exemple appelle un ange? Est-ce qu'un être qui n'est qu'intelligence et volonté libre peut avoir une expérience artistique? Eh bien, je répondrai que parce qu'il ne perçoit pas les choses sensibles, il ne peut pas avoir d'expérience de la splendeur de la forme sur le sensible lui-même. Ça veut dire qu'il ne peut pas voir la beauté d'un visage humain. Il ne peut pas s'extasier devant la beauté d'un coucher de soleil. Il ne les voit pas, il ne les perçoit pas. Il ne perçoit pas la musique, il ne perçoit pas les parfums. Il n'a pas de sensation, cet être-là, s'il existe. Par contre, si j'admets que l'expérience artistique porte sur la splendeur de la forme, pris en général, pas seulement de la forme sensible, donc de la figura, la figure, c'est-à-dire la forme extérieure d'une statue, d'un visage, etc., mais de la forme comme structure des êtres. Alors, je dirais que tout être intelligent, à cause de l'intelligence, et parce qu'il est capable de percevoir les formes de manière purement intellectuelle, par exemple, la structure mathématique de la matière, mais aussi la structure spirituelle d'un être capable d'agir, d'un autre ange, mettons. Eh bien, tout être qui a une intelligence, à mon avis,
est capable d'expérience artistique. Oh certes, qui ne ressentira pas comme nous, comme un plaisir sensible, mais qu'il ressentira, ou plutôt qu'il vivra, parce qu'il n'y a pas de sensation, comme un plaisir spirituel de l'intelligence pure. Donc pour ma part, je dirais que l'expérience artistique qui est le propre de l'homme, c'est l'expérience artistique portant sur des réalités sensibles, matérielles, sur leur forme à elles. Et là, il faut l'alliance entre un psychisme d'un côté et une intelligence spirituelle de l'autre. Et c'est ce qui fait que chez l'homme, il y a des expériences artistiques tout à fait uniques, propres à sa nature. Mais je dirais que chez l'être premier, Dieu, chez les anges, s'ils existent en théologie, il y a aussi expérience artistique, portant sur la forme non plus sensible, prise en elle-même en tout cas, mais sur la forme qui est quelque chose d'ontologique à l'être, de substantiel, c'est-à-dire que tout ce qui est, dès le départ, a une forme. On sait bien qu'il n'y a pas d'être qui soit purement indétermination. La matière première est une abstraction de la philosophie. Lorsque le Big Bang a eu lieu, tout de suite, la matière apparaît avec sa forme, sa structure interne. Et donc, à cette époque-là, où une matière était invisible, elle ne produisait pas de lumière, il pouvait y avoir aussi, pour des êtres intelligents qui assistaient intellectuellement au spectacle, il pouvait y avoir des expériences artistiques. Le père Marie-Dominique Philippe, lui, dans son cours de philosophie de l'art, penchait plutôt sur le fait que l'expérience artistique impliquait sensation et intelligence, psychisme et intelligence, et donc qu'il ne pouvait pas y avoir d'expérience artistique, par exemple, de la substance, comprise au sens métaphysique du terme, cette cause et ce principe d'unité des êtres. Eh bien, pour ma part, je pense pour une opinion un peu différente. Ce n'est certes pas une expérience artistique liée aux sensations. La substance est absolument inaccessible à la sensation. Mais il peut y avoir une véritable expérience artistique d'ordre purement intellectuel, parce que on admire ce que produit cette substance cachée comme effet à l'extérieur. Et donc, on peut avoir une expérience artistique qui admire la cause invisible, mais qui est comprise par l'intelligence. Pour ma part, je dirais que l'expérience artistique porte, ni plus ni moins, que sur la splendeur de la forme, pris dans le sens analogique le plus vaste qu'on puisse imaginer. Tout ce qui a forme est source potentielle d'expérience artistique, en fonction de notre sujet, évidemment. Et donc, il peut y en avoir partout. Il peut y avoir expérience artistique liée à la contemplation de l'être premier. C'est certes d'abord une expérience mystique, mais comme dans l'être premier, dont on ne comprend pas ce qu'il est, mais on comprend ce qu'il n'est pas sur Terre. Il y a tout de même une détermination, une forme. Par exemple, le fait de dire qu'il est éminemment intelligent, qu'il n'a pas de limite, donc on nie en lui toute limitation en puissance, en intelligence, en grandeur. Eh bien, ça provoque évidemment une contemplation d'ordre spirituel, mais cela peut provoquer aussi une expérience artistique unique qu'on essaiera de traduire peut-être lorsqu'on est artiste en œuvre, donc sous forme de lumière infinie, sous forme de ciel gigantesque. N'empêche que, à mon avis, l'expérience artistique peut porter sur tout, y compris sur des formes purement spirituelles. C'est pourquoi, dans un de ses cours, le père Marie-Dominique Philippe disait qu'il n'y avait pas non plus expérience artistique liée, comment dirais-je, à une relation logique, en mathématiques par exemple. Eh bien, moi j'ai constaté l'inverse. Il y a des personnes, des mathématiciens, qui véritablement ont des expériences de type artistique portant sur la splendeur de la forme et liées à ce genre de démonstrations, qui ne sont pour ma part pas du tout mon fort, mais n'empêche qu'il faut reconnaître chez eux cette capacité de percevoir la beauté. Alors certes, l'expérience artistique portant sur la substance en tant que principe et cause de l'être ne porte pas sur la substance en tant qu'elle est cause de l'être, mais elle porte sur la substance en tant qu'elle est forme,
quelle est forme, d'où il émane cette splendeur d'effets qui sont les accidents. De même, l'expérience artistique portant sur une démonstration mathématique ne porte pas sur la logique en elle-même, mais elle porte sur l'ensemble formé, sur la forme totale, l'ordre qui est dans cette démonstration avec ses liens logiques. Si j'insiste pour dire que l'expérience artistique a comme objet la splendeur de la forme, du coup, parce que la pensée est profondément analogique, on voit bien que c'est quelque chose qui est convertible avec l'être, c'est-à-dire que partout où il y a être, il peut y avoir expérience artistique. Et je dirais même que cela porte sur des êtres imaginés, des êtres qui ne sont pas réels. Il peut y avoir expérience artistique sur un rêve qu'on produit soit involontairement, soit volontairement. Alors on me dira que, en tant que c'est imaginé, quelque part cela existe, de manière intentionnelle, certes, mais cela existe, c'est vrai. Donc, peut-être que finalement, la seule chose qui ne pourrait pas être objet d'expérience artistique, c'est le néant en tant que tel. C'est-à-dire l'absence totale d'être. Quand je dis l'absence totale d'être, je ne parle pas du concept de néant qui en lui-même, étant donné que c'est un concept, a une certaine existence dans notre esprit. Mais le néant en tant que tel, l'absence, le rien, l'absence de temps, l'absence de lieu, c'est quelque chose qui effectivement, à mon avis, ne peut pas être objet d'expérience artistique. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de forme et donc il n'y a pas de splendeur de la forme. Alors du coup, lorsque je définis de manière si large, si analogique, la forme qui permet des expériences artistiques, eh bien, je peux en revenir au début de cette leçon-là, où j'avais décrit les différentes expériences artistiques, pour montrer qu'en réalité, il peut y avoir d'expériences artistiques partout. Et donc comprendre comment un artisan, un ingénieur, peut avoir expérience artistique sur l'objet de ce que sa main fabrique. Pour lui, il y a une particulière sensibilité à la splendeur de la forme ordonnée à l'utilité. Et si on le laisse tout seul, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour en plus lui faire penser à la splendeur de la forme prise pour elle-même, eh bien on obtient parfois des œuvres utilitaires, certes très efficaces, mais laides, au point de vue esthétique, en tout cas pour le commun des mortels. C'est là que vont intervenir, en complément des ingénieurs et des artisans, ce qu'on appelle des designers. Ils travaillent, eux, non pas sur l'efficacité, donc le lien à l'utilité de la forme, mais sur l'apparence extérieure, le fait que ça va s'harmoniser avec une maison ou avec un paysage. Les 7 arts, les arts qui sont particulièrement nobles, tels que les Grecs les définissaient, eh bien, ils ont tendance, pour la plupart d'entre eux, à porter sur la splendeur d'un sensible propre. Pas tous. Alors, c'est très net pour le peintre, qui, lui, est sensible à la lumière, à la couleur. C'est très net aussi pour le musicien, qui va être sensible au son. Cependant, il faut le remarquer, le peintre, c'est très rare qu'il cherche à établir la lumière pour elle-même, comme cela. Pour la manifester, il le fait dans le cadre des sensibles communs, donc par exemple d'un paysage. On sait que l'art abstrait a voulu chercher la manifestation du sensible propre pour le sensible propre, en s'abstrayant de toute représentation qu'elle est avec, donc de tout paysage, de tout visage, de tout ciel, la forme pour la forme, la lumière pour la lumière. Eh bien, en réalité, cet art-là n'arrive pas finalement à manifester le sensible propre tout seul. Parce que le sensible propre semble se manifester de la manière la plus profonde dans le cadre du sensible commun. Le sensible commun étant le mouvement, le rythme, le nombre, la taille, etc. Pour la musique, c'est encore plus net. On se rappelle de ces musiciens contemporains qui cherchaient le son absolu. Donc on les voyait dans leur laboratoire avec des machines hyper compliquées. Et tout d'un coup, il émanait une note. Ding! Ils cherchaient le son absolu.
je pense que c'est un tort. De la même façon, le son se manifeste au mieux dans le cadre du mouvement, du rythme, et donc dans le cadre de la musique, donc d'un sensible commun. Cela n'empêche pas que tel type d'art sera sensible particulièrement à un sensible propre. Par exemple, le parfumeur au parfum, celui qui teste le vin ou le chocolat ou les goûts du lait, c'est le goût, le plus, et aussi l'odorat où il va développer sa sensibilité et son expérience artistique. Bref, l'expérience artistique pouvant apparaître partout, je dirais que si on n'est pas sensible soi-même à tel et tel aspect, je dirais des choses, il n'empêche qu'on doit pouvoir comprendre intellectuellement que certains y voient la beauté. Alors ceci dit, il faut être sans illusion. Je veux dire par là que certains types d'art, comme des arts contemporains, très abstraits, il y a certainement parmi ceux qui vont voir ces expositions des personnes qui découvrent la beauté. Et ça, on ne peut pas le nier, philosophiquement, comme je viens de l'indiquer, puisque partout où il y a splendeur de la forme, il peut y avoir expérience artistique. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a aussi beaucoup de gens qui y vont parce que, en se montrant dans ces lieux-là, étant donné que c'est un art qui est fort intellectuel, un petit peu comme la démonstration mathématique dont je parlais tout à l'heure, ou alors l'expérience artistique sur la découverte de la substance métaphysique. Eh bien, comme c'est quelque chose qui est réservé à une élite, eh bien certains y vont, ne serait-ce que pour se montrer de manière mondaine. Il y a beaucoup de mondanité dans ce qui peut paraître extérieurement un véritable goût artistique. Certains y vont aussi pour faire des placements, parce qu'ils savent que ce qui est très demandé, ne serait-ce que par snobisme, eh bien, est très cher. Je me rappelle de cette histoire qui déçoit un petit peu sur l'être humain, sur sa sincérité. Cette histoire, comment dirais-je, du tableau de Van Gogh qui s'appelle « Le tournesol ». C'est un tableau qui est en soi très beau. Tableau impressionniste, donc une forme qui n'est pas poussée jusqu'au détail, c'est plutôt une impression générale. Et il s'avère que ce tableau avait atteint dans une vente un record, plusieurs dizaines de millions de francs de l'époque, peut-être centaines. Or voici que des critiques d'art découvrirent que, finalement, il était l'œuvre d'un ami de Van Gogh et non pas de Van Gogh lui-même, l'œuvre du docteur Gauchet. Eh bien, le cours de cette œuvre s'écroula. Elle n'était pas moins belle après. Cependant, et c'est là qu'on voit qu'il se mêle à l'expérience artistique beaucoup de choses qui lui sont étrangères, eh bien, le nom même de Van Gogh, signé sur une croûte, sur n'importe quoi, rendrait l'œuvre recherchée et donc très chère. Maintenant, je voudrais ajouter un dernier point. Dans ces expositions d'art contemporain, très abstraites, où on essaye de mettre en valeur, par exemple, le sensible propre, donc la lumière, la couleur, ou le son, il y a très peu de monde qui s'y rend. Et pour certains, c'est le signe que seul cet art peut être compris par les intelligents. J'aurais une autre analyse par rapport à cela. Je pense qu'en réalité, c'est parce que cet art n'est pas le sommet de l'art. Il n'est pas le plus harmonieux avec la nature humaine. La nature humaine étant un tout, qui implique les sensations, certes, mais aussi l'intelligence, qui a besoin de comprendre un sens à l'œuvre. Ça veut dire que la plupart des gens ne vont pas pour chercher la lumière pour elle-même, ou alors on la trouvera dans un coucher de soleil. Mais toujours, les gens qui ont une sensibilité artistique veulent que leur intelligence elle-même soit touchée par la splendeur de la forme. Ça veut dire qu'un sens, une signification y apparaissent. Et c'est pourquoi ils n'ont pas d'émotion artistique face à l'art contemporain. Mais ils l'ont face à un visage, c'est-à-dire une représentation particulière, donc des peintres beaucoup plus anciens. Je dirais, en fin de compte, que le fait que cet art contemporain ne plaise pas, c'est peut-être le signe de l'intelligence profonde de la plupart d'entre nous, c'est-à-dire du peuple, qui lui
prend simplement l'expérience artistique là où elle est, là où il ressent quelque chose, et donc ce qui correspond à sa subjectivité la plus naturelle. Il n'a donc pas besoin de 7 ans de cours d'histoire de l'art, de 7 ans de formation intellectuelle à l'art abstrait. L'expérience artistique, elle doit venir naturellement, ou alors il ne la recherche pas. Eh bien, je dirais que c'est là l'attitude, à mon avis, la plus saine. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit de l'expérience artistique, donc cette expérience qui fait naître en nous le goût du beau. Et dans la leçon suivante, j'étudierai ce qu'on peut appeler son prolongement naturel, qui est la contemplation artistique.